Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette matinale du Cercle. Donc nous allons avoir 3 tables rondes ce matin, 3 tables rondes thématiques avec les partenaires des assises. C'est une première et je suis très heureuse d'animer cette matinée. Alors pour cette première table ronde, donc attaque par ransomware, en verra-t-on un jour la fin? Pas la peine de vous faire un dessin, vous êtes tous victimes de ransomware, ça n'arrête pas, ça tombe sans arrêt. Tous les jours, on apprend qu'il y a des nouvelles attaques. L'ANSSI, l'année dernière, a rappelé qu'ils avaient opéré 4 fois plus d'attaques que l'année précédente. Les études que les uns et les autres publient régulièrement montrent une explosion, on verra si le terme est bon, des ransomware. Donc ça n'arrête pas. Et on peut même s'inquiéter en se disant, mais jusqu'à quand, jusqu'où? Et peut-être aussi, avant tout, pourquoi il y a une telle inflation de ces attaques. Alors pour évoquer ce sujet, donc on dispose du 40-45 minutes. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser des questions ou d'intervenir via le chat. J'ai 6 experts ce matin que je vais présenter rapidement. Benjamin Leroux, directeur marketing et RSSI d'Advance. Jean-Philippe Guillemin, responsable offre cyber d'Apixi. Pierre Roger, qui est directeur général et fondateur de Géry. Benoît Grunewald, qui est Cyber Security Expert chez Z. Arnaud Gardier, Senior Sales Engineer chez FireEye. Et Alexis Bouchevaux, Country Manager France de Skybox Security. Messieurs, bonjour et merci de vous prêter à l'exercice de cette table ronde. Donc, table ronde interactive, hein, on connaît le sujet, maintenant on va essayer de l'explorer ensemble. Alors pour commencer, j'ai parlé donc j'ai dit qu'on avait beaucoup de ransomware, j'ai parlé d'explosion. Jean-Philippe Guillemin, je vais commencer par vous. Vous me dites, attendez, on ne va pas parler d'explosion, on va plutôt parler d'emballement, car une explosion est un phénomène qui ne s'inscrit pas dans la durée. Alors déjà, rien que de poser le sujet comme ça le rend encore plus inquiétant. Est-ce que vous pouvez préciser ? Bah oui, effectivement. Après, bon, c'est une question de terminologie. J'ai juste réagi sur l'explosion, parce qu'une explosion, c'est instantané, puis ensuite, après l'explosion, on revient à une normalité. Là, c'est pas le cas. On a une croissance de plus en plus importante. C'est ça qui est inquiétant. On va en discuter. Et c'est tendanciel. C'est tendanciel, c'est pas instantané. C'est pas événementiel. Donc effectivement, il faut rappeler qu'il y a 2 types d'attaques en ransomware. Il y a les types d'attaques ransomware qui sont du chantage au cryptolocker, donc à la disponibilité des données. Et puis il y a un deuxième type d'attaque ransomware qui sont les attaques à la divulgation. Et c'est en 2020 probablement le deuxième type qui a commencé à croître. Il y a une inflation dans les deux types de ransomware, mais on va dire dans les événements marquants probablement ces derniers mois, c'est une augmentation des attaques en divulgation de données. Ce qui, je pense, on aura l'occasion de le rappeler, d'ailleurs, puisque ici autour de la table on a des spécialistes en gouvernance de données, je pense, on pourra en parler parce qu'effectivement la gouvernance des données devient un vrai problème, puisque ça, pour entre guillemets endiguer, pour être en mesure de ne pas payer une rançon quand on a un chantage à la disponibilité des données au cryptolocker, il faut avoir des sauvegardes. Et pour être en mesure de ne pas payer une rançon à la divulgation de données, il faut, c'est paradoxal d'ailleurs, il faut les avoir chiffrées soi-même pour qu'elles ne soient pas divulgables. Donc, on en revient à la gouvernance des données. Et l'autre sujet dont j'aimerais bien reparler, si vous me redonnez la parole, ce sera l'aspect sécurité opérationnelle. On pourra également en parler.
Oui, bien sûr. Alors, de toute façon, on va approfondir ces sujets. Benjamin, l'une des raisons aussi, alors elle est presque triviale. Vous dites, quand j'ai posé la question pourquoi cette emballement, explosion, inflation, vous dites, bah oui, c'est une technique d'attaque qui est facile et rentable. Voilà. Aujourd'hui, on gagne beaucoup d'argent, donc et elle est facile parce que, bah, on va peut-être l'expliquer, comme l'ont rappelé certains. Il y a eu une surface d'attaque qui s'est étendue très rapidement ces derniers mois, peut-être pas forcément toujours très bien sécurisée, et finalement on rentre facilement, on crypte facilement, et puis on gagne de l'argent. C'est vraiment rentable. Exactement. C'est un super business. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cet emballement, cette tendance à la croissance chaque jour un peu plus importante. Hein. C'est tout simplement un business très lucratif. Hein. On ne va pas revenir sur le fait que maintenant, la cybercriminalité, c'est vraiment du crime organisé. C'est pas uniquement des étudiants, des curieux, des petits joueurs qui veulent s'amuser. Derrière, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Et quand c'est aussi facile, entre guillemets, aucune raison de s'arrêter. Hein. C'est comme quand on va jouer au casino qu'on gagne, on a toujours envie. Alors parfois, il y en a qui prennent un petit peu trop, qui s'attaquent à plus gros. Mais globalement, c'est simple. Hein. D'une part, le niveau de sécurité, malheureusement, moyen et encore un petit peu faible. Hein. Et en plus, les surfaces et les types d'organisations ciblées se sont multipliés. On l'a vu, hein, notamment malheureusement avec la sphère publique, notamment la sphère santé, des collectivités locales, des centres hospitaliers, qui sont des structures qui sont peut-être pas toujours les plus en avance, les plus matures hein, en matière de protection, en matière de sécurité opérationnelle, et aussi également malheureusement en matière de sensibilisation. Donc tout ça, c'est une cocktail un petit peu explosif pour rentrer, pour réussir l'attaque. Et en plus de ça, dans beaucoup de cas, les gens payent la rançon. Parce qu'on a peur des conséquences, parce que malheureusement aussi, ça c'est un point assez dur dont il faudra parler, parce que malheureusement on est parfois mal conseillé. On a entendu dire que des assureurs conseillaient de payer la rançon parce que ça simplifie. Oui, vous inquiétez pas, vous allez avoir les données. Donc voilà, on a malheureusement pas mal de paramètres qui font que c'est facile et c'est rentable. Alors, c'est un autre sujet, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder. Le côté des assurances, on n'a pas entendu dire parce que on sait que les assureurs payent, enfin la plupart des assureurs payent aujourd'hui pour différentes raisons, parce qu'en fait, si ça permet une remédiation beaucoup plus rapide que de laisser planter un système pendant plusieurs mois, bon, c'est un autre sujet. On n'a pas d'assureur autour de la table, mais peut-être qu'on aura l'occasion de l'aborder. Arnaud, je voudrais revenir avec vous sur le fait qu'aussi, donc vous avez fait pas mal de rétex auprès de vos clients, et en fait vous vous apercevez que le temps moyen aussi dans l'intrusion d'un système, en fait on a raccourci les délais, donc c'est peut-être plus facile, certes, mais enfin c'est surtout beaucoup plus rapide, quoi. Ce qui a permis aussi de multiplier très rapidement ce type d'attaque. Oui, exactement. C'est vrai que pour vous donner un petit ordre d'idée sur les différentes réponses à incidents qu'on a fait l'année dernière et les années précédentes, si on prend quelques chiffres, en 2019, on était à 21 jours entre le premier jour au niveau de l'intrusion et le moment où le code malicieux était déployé pour chiffrer l'ensemble des machines. Ça, c'était en 2019. Et en 2020, on est passé à seulement 3 jours et demi. Et dans même 40% des cas, sur bien sûr les réponses à incidents qu'on a fait chez Fire et Mendiant, dans 40% des cas, dans la journée, le code malicieux et le ransomware a été déployé. Donc il y a vraiment une accélération incroyable à ce niveau-là. Et du coup, effectivement, ça permet de cibler de plus en plus d'entreprises à ce niveau-là. Donc ça s'accélère énormément. Et une grande popularité, on a l'impression aussi, Benoît, au sein des hackers, parce que vous dites, il y a des hackers qui maintenant, d'abord on est devenu sur du as a service, hein, du ransomware as a service. C'est vrai que ça a été présenté dans un récent rapport de l'ANSSI publié il y a quelques semaines. On pourra mettre les références sur le chat tout à l'heure. Et vous dites, il y a des hackers qui donnent des interviews. Ils vont expliquer leur mode opératoire. Alors généralement, ils expliquent plutôt à quel point ils sont riches et combien ils gagnent.
Et puis, ils expliquent aussi qu'ils n'ont pas de foi, de loi, et on le disait effectivement tout à l'heure, qu'ils peuvent s'attaquer à des hôpitaux, à des entités de santé, et ces hackers-là vont même jusqu'à dire qu'ils vont prendre leur retraite parce qu'ils ont très bien gagné leur vie et qu'ils vont essayer de vendre le code source ou les éléments qui leur permettent de rentrer, donc leur arsenal, et ensuite passer la main à d'autres. Donc on est en fait sur une industrie quoi, qui s'est développée, qui est quand même de plus en plus visible aussi. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ces gangs ont vraiment une fonction pyramidale, une fonction d'entreprise, et ils revendent. Et il y a d'ailleurs un service qui est assez impressionnant. Quand vous avez un ransomware as a service, eh bien, vous allez pouvoir faire l'acquisition de ce service, mais pas uniquement de la technique qui va permettre d'intégrer l'entreprise, de rentrer dans le SI, mais bien aussi le support client qui va permettre à la cible de faire appel aux cybercriminels pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent avoir les clés de déchiffrement s'ils souhaitent payer, voire même négocier la rançon, voire discuter avec ces cybercriminels. On peut faire, je crois qu'il y a quand même, quand on discute, alors on a posé la question tout à l'heure de est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il faut pas payer. Bon, c'est vrai que quand on est une petite entreprise coincée et si on récupère pas ses données, on met la clé sous la porte. C'est peut-être moins grave pour une grande entreprise qui va avoir des backups. Bon, c'est un sujet qu'on a évoqué, mais on peut quand même, avec un négociateur, aujourd'hui, il y a des gens qui sont experts en négociation de rançon. Alors, peut-être qu'avant, ils négociaient des otages dans certains pays où on prend des gens en otage, et aujourd'hui, ils négocient avec les hackers de la cyber. Oui, complètement. Maintenant, c'est aussi histoire de gagner du temps, parce que, comme on le disait précédemment, avec le doxing, c'est-à-dire la publication des données qui ont été volées, eh bien, on va se retrouver face à une double problématique. Et on sait que les cybercriminels, à la fois en rentrant beaucoup plus vite et en chiffrant les données, vont mettre la pression sur les entités pour pouvoir les faire payer beaucoup plus et beaucoup plus vite. Alexis, je crois que merci Benoît. Alexis, je crois que vous avez publié un rapport qu'on peut trouver, dont le lien va circuler sur le chat, justement sur cette tendance. Vous pouvez en sortir quelques éléments aussi par rapport, pour finir de donner le contexte. Oui, bonjour. En matière de menaces, on voit que toujours, les Trojans tiennent le haut du pavé avec une augmentation de 128% l'année dernière du nombre de publications, mais les ransomware arrivent juste derrière, c'est 106%. Donc ça veut dire que fondamentalement, ce qui arrive dans les labs, ce qu'on observe, c'est que ça a doublé l'année dernière. Et ce qui est d'autant plus dramatique, c'est que dans ce rapport, on voit que le nombre de vulnérabilités est en constante progression. Et les vulnérabilités, c'est un bon indicateur de ce que vont être les attaques. C'est-à-dire que quand on voit que les vulnérabilités sont en croissance permanente, on sait de toute façon qu'il va se passer quelque chose l'année d'après. Et le problème des entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles font face finalement à un flux de vulnérabilités qu'elles n'arrivent pas à patcher et à remédier de manière efficace. Et le problème de ça, c'est que fondamentalement, alors là où ce que disait Jean-Philippe était très intéressant sur la gouvernance de données, il y a surtout, il faut surtout aider les entreprises à réduire leur surface d'attaque. Et c'est là où on a un vrai problème, c'est que la plupart des entreprises qui ont beaucoup de vulnérabilités à traiter, beaucoup de choses à remédier en avance pour faire de la prévention, on s'aperçoit en fait qu'elles sont complètement débordées par le nombre de vulnérabilités. Et les solutions pour elles, c'est vraiment de les aider à réduire cette surface d'attaque, parce que fondamentalement, ce qui se passe, c'est qu'on va exploiter la crédulité des gens qui vont être attaqués ou avoir des attaques ciblées. Mais les vulnérabilités, elles, ce qu'elles vont aider à faire, c'est surtout aider les hackers à pouvoir se déployer latéralement dans les entreprises. Une fois qu'ils ont trouvé leur point d'accroche, les vulnérabilités, c'est un point absolument crucial pour eux. C'est ce qui va leur permettre de se déployer latéralement dans le réseau de l'entreprise et de trouver où sont les données. Alors, Jean-Philippe, rapidement, parce que je voudrais ensuite donner la parole à Pierre. Allez-y. Je pourrais le faire après. Non, je voulais juste rebondir pour dire que, effectivement, c'est ce qu'on appelle le théorème de Michael Jackson, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, et la plupart des choses sont plutôt dans le gris. Donc, effectivement,
c'est une combinatoire, ça anticipe un peu sur votre prochaine question, je pense. C'est-à-dire, si on veut endiguer le phénomène du ransomware, qui est un phénomène dont le moteur, c'est la rentabilité. Pour faire baisser la rentabilité, on a deux solutions. Soit on fait baisser les revenus, ça veut dire qu'il ne faut pas payer, soit on fait baisser, on augmente plutôt le coût des attaques. Donc, en fait, on leur complique la vie. Donc, évidemment, la gouvernance des données, on en a un peu parlé, ça va permettre de ne pas payer, ça va rendre plus facile de ne pas payer, donc ça va faire baisser les revenus. Donc là, on aura une réelle action sur le phénomène, sur la source du phénomène, qui est la source financière. Et puis, si on complique la vie aux pirates, avec de l'outillage de détection, avec des procédures opérationnelles, on va leur compliquer la vie, donc ça va coûter en moyenne beaucoup plus cher de faire ces attaques. Et donc là aussi, la rentabilité va baisser et on agit directement à la source sur le moteur du phénomène. C'est un cercle un peu plus vertueux, en effet. Mais c'est vrai qu'on va revenir justement sur les moyens de ralentir le phénomène. Pierre, il y a un terme que tu as employé quand on a préparé, c'est que tu disais les attaquants exploitent l'incertitude des organisations. Alors, on en a un peu parlé de cette incertitude. Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis par rapport à ça? Et ça va nous permettre ensuite d'aller sur le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. On a déjà commencé à l'évoquer. Oui, c'est ce qui a déjà été présenté, hein, cette problématique. L'incertitude, elle est créée par, d'un côté, la motivation, et on l'a tous déjà dit, la motivation en fait de ces attaquants est principalement au travers du gain, et puis aussi de la réalité du scénario d'attaque. C'est important ça, parce que on parle de scénario d'attaque, mais il faut bien avoir conscience que dans le temps, quand les consultants étaient capables d'analyser des situations et de présenter des scénarios d'attaque un peu futuristes, on les prenait souvent pour des charlots ou alors pour des gens qui cherchaient à faire peur à la communauté. Mais non, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'au travers de différentes technologies, et ces technologies sont aujourd'hui très maîtrisées, très éprouvées, il y a vraiment une performance en fait de ces scénarios, et donc on peut croire vraiment à la puissance de ces attaques informatiques. L'autre point qui est important, et en effet qui joue sur l'incertitude, c'est que vous l'avez dit, la problématique de ces scénarios d'attaque, c'est qu'elle repose sur une vulnérabilité et une vulnérabilité technique. Et aujourd'hui, on est dans une complexité liée au monde numérique et à sa transformation. On est dans une complexité technique qui, associée à cette complexité, on a une complexité en fait de la vulnérabilité technique sur les différents composants du système. Et ce qui est très important, de mon point de vue, c'est que si on veut se prémunir efficacement contre tout type d'attaque, parce que là, c'est simplement un exemple qui est mis en valeur au travers des gains et donc du coup aussi de la communication qui est faite et à mon avis assez maladroite par les gens qui portent ces scénarios d'attaque, le seul moyen, c'est du coup d'être plus efficace par rapport à la gestion de ces vulnérabilités. Vous avez employé le terme de gouvernance. Je pense que oui, en effet, il est important de définir une stratégie de cybersécurité, du coup, au travers de la maîtrise de ces risques. La maîtrise de ces risques, c'est évidemment une partie est couverte par la maîtrise de ces vulnérabilités. Ça, c'est le premier point, mais aussi par la gestion dynamique de ces vulnérabilités. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est aussi par le partage d'informations sur ces vulnérabilités. Moi, je crois que les attaquants sont forts aussi, parce qu'ils sont ingénieux et donc du coup, ils anticipent par rapport à notre connaissance. Ils ont une capacité d'anticipation sur les phénomènes et ils sont capables de les réaliser et de démontrer. Et en plus, ils en font la publicité auprès de leur communauté et tous ensemble, ils sont encore plus forts. Pourquoi nous, en fait, de l'autre côté, on ne fait pas de même? Et je pense qu'il va être de plus en plus indispensable de partager ces informations de vulnérabilité technique. Alors, c'est un peu fait au travers des certes, mais ce n'est pas fait de façon systématique et ce n'est pas forcément fait intégré dans un système automatisé pour prise en compte automatique de cette information. Et ce qui n'est pas fait non plus, c'est le partage systématique dès la première découverte d'un nouveau scénario d'attaque. Et ça, je pense que c'est un point qui est très important parce que c'est ce que je disais au début. La créativité de ces scénarios d'attaque, c'est probablement ce qui est le plus difficile en fait à inventer. Et c'est probablement du coup le point le plus important, le point le plus ingénieux et qui est l'effet le plus fort de la performance. Et donc, si dès qu'il était découvert et compris, analysé, interprété par les experts, il était partagé avec toute la communauté pour qu'il soit pris en compte et qu'on puisse à partir de là identifier et être capable en fait de définir par anticipation
le niveau d'impact qu'on pourrait subir si le même scénario était réalisé chez nous, et bien là, en fait, l'effet de ces scénarios serait beaucoup plus faible. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on doit chercher à faire ensemble, je pense. Alors, est-ce que, oui, je vais vous donner la parole, Jean-Philippe, mais savoir, est-ce que justement ce partage de données, vous avez l'impression que pour le moment, il n'est pas complètement réalisé, mais réalisé peut-être un peu plus chez les RSSI, moins chez les partenaires, parce que là, quand tu parles partage de ces informations, c'est toute la communauté, c'est pas simplement au RSSI, voilà. Oui, je pense qu'il faut s'unir. Il faut accepter de s'unir dans une démarche globale de cyberprotection. En fait, on doit tous être les acteurs, les combattants de de ce principe de cyberdéfense, plutôt que de constater, hélas, que parce qu'on n'a pas accepté de partager l'information, on n'a pas donné la bonne information à l'autre et du coup, il s'est fait attaquer. Je pense que on risque tous d'être attaqués, ça c'est très clair. Et donc, du coup, l'intérêt de la communauté qui cherche à défendre globalement le patrimoine national, c'est d'essayer de partager les informations et les bonnes informations pour qu'on puisse, du coup, beaucoup plus anticiper la variation de la situation à risque. Et je pense aussi, en tout cas, c'est ce qu'on fait dans notre entreprise Égérie, je pense qu'il faut chercher aussi à automatiser à la fois l'appréciation du risque et surtout la gestion du risque dynamique associée à la variation du système qu'on doit protéger, qui est un système vivant. D'accord. Jean-Philippe, non, je vais juste intervenir rapidement, moins long que tout à l'heure. Juste pour dire qu'effectivement, le partage, c'est vraiment fondamental, mais avec un paradoxe sur lequel il faut être vigilant, c'est que le partage public des IOC, comme on dit par exemple, des compromissions ou des tactiques, ça peut être à double tranchant. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est qu'à partir du moment où on publie un IOC en worldwide, il est cramé, puisqu'effectivement, les vrais pirates, ceux qui réfléchissent vraiment, vont commencer par regarder ce qui est publié, et puis ils vont dire, ça c'est publié, il faut qu'on trouve autre chose. Donc c'est à double tranchant. Par contre, évidemment, le partage est fondamental entre une communauté de CERT ou une communauté de SOC, via des technologies NISP, par exemple, on peut faire ça. Et ça, à mon avis, il faut le faire. Mais il y a une vraie problématique autour du périmètre de ce partage. Voilà. Oui, alors justement, il y a une question, parce que le partage ne serait-il pas une source de menace? C'est un petit peu, ça va un petit peu dans le sens de ce que tu disais, ce que vous disiez. Est-ce qu'un autre d'entre vous veut réagir? Benoît, oui. Oui, alors nous, on contribue énormément à Mitre et Attaque. Et si peut-être rappeler en deux mots ce qu'est Mitre et Attaque. Oui, bien sûr. Alors, Mitre et Attaque, c'est un framework qui est open source, qui est disponible pour tout le monde, qu'on utilise notamment, nous, dans nos solutions d'EDR. Et ce framework permet de repérer les tactiques, techniques et procédures qui sont utilisées par des groupes d'attaquants pour pouvoir réaliser les différentes phases de la kill chain, que sont l'introduction, la reconnaissance, la latéralisation, etc. Et en fait, si je reprends ce que l'on disait au début, où il faut pouvoir, pour limiter finalement la portée des ransomware, c'est bien limiter à la fois leurs gains, mais aussi rendre plus difficile l'attaque. À partir du moment où tu publies leur technique et qu'effectivement ils se disent je ne peux plus l'utiliser, tu vas devoir les forcer à recréer des nouvelles techniques, donc encore plus difficiles pour pouvoir rentrer dans les systèmes. Et du coup, finalement, moi je le vois quand même comme un cercle vertueux, parce qu'à partir du moment où tu les dénonces, ok, ils sont au courant, mais en même temps, la communauté peut se protéger contre cela et eux doivent se réinventer. Ça leur complique la vie. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un puits sans fin? Parce que si on prend les attaques de ransomware il y a 2-3 ans, on va dire que le phénomène a commencé à s'accélérer. Vous êtes aujourd'hui avec vos solutions, les RSSI sont de mieux en mieux équipés. On a parlé, mais alors c'est vrai que parallèlement la surface d'attaque s'amplifie, et ça Alexis l'a rappelé. Donc oui, les attaques vont être de plus en plus complexes, mais malgré tout, eux-mêmes, ces attaquants sont de mieux en mieux équipés, de plus en plus malins. C'est pas nouveau. Oui. Pas nouveau. Benjamin, je crois que vous voulez réagir. Il y a un gros focus à faire sur la sécurité opérationnelle, justement, et la capacité de la filière cyber, ça a changé un peu l'état d'esprit, quoi. Il y a toujours ce déséquilibre où les attaquants ont une longueur d'avance, l'attaquant, il lui suffit de percer une fois la protection, alors que le RSSI doit toujours se protéger. Mais si on arrive vraiment à faire en sorte que les équipes opérationnelles soient câblées un petit peu plus comme des attaquants,
ils aient également cette créativité, cette posture un peu d'esprit où ils vont penser à tous les coups tordus. On parlait des scénarios de risque, Pierre en parlait, être capable de se projeter, on va dire, face à l'inventivité, et en même temps aussi d'avoir un gros focus sur la détection, sur la réaction. On l'a vu, on a fait beaucoup d'accompagnement autour justement du SOC, de l'EDR managé. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors évidemment, les ransomware, ça fait peur, il y a quand même des bonnes nouvelles. On a quand même des organisations qui détectent, qui bloquent, qui réagissent de mieux en mieux. On sait bien, Arnaud le disait, qu'il faut aller très vite. Donc le temps entre les premiers signaux faibles et puis le blocage doit être de plus en plus réduit. Mais voilà, évidemment, c'est sans fin, mais il faut quand même essayer de trouver un peu d'optimisme avant le week-end. Je pense qu'on a quand même des choses, des positifs, à la fois des technos, des méthodes, des expertises qui permettent de mieux gérer, de mieux encaisser les coûts, voire même de les éviter avant qu'ils arrivent dans certains cas. Alexis, oui, vous vouliez réagir, allez-y. Ce que j'observe surtout, c'est que face au ransomware, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui ont les bonnes procédures à suivre quand elles y sont confrontées. On s'aperçoit que c'est un peu cantonné aux gens de la sécurité. C'est-à-dire que les gens de la sécu savent comment il faut faire, mais l'information, elle n'est pas partagée au niveau global dans l'entreprise. C'est-à-dire que très souvent, enfin moi j'ai eu le cas d'utilisateurs où il y a eu une inertie entre le moment où où ils ont pensé avoir été victimes de ransomware et entre le moment où ils ont communiqué à leurs équipes de sécurité. Et ce qui est dommageable, c'est que très souvent l'information ne redescend pas des équipes de sécurité, de dire, écoutez, si vous pensez avoir été victime ou si vous avez le soupçon que vous avez été victime, qu'à un moment donné, il aurait pu se passer quelque chose, il faut immédiatement communiquer. Et malheureusement, en fait, les collaborateurs ne communiquent pas assez sur les potentielles attaques qu'ils reçoivent ou les potentielles, entre guillemets, bêtises qu'ils pourraient penser avoir fait. Je voudrais laisser la parole à Arnaud. Vous n'êtes pas beaucoup exprimé par rapport à justement comment on peut faire. Alors vous suggérez au-delà de l'aspect technique aussi, dites carrément il faut une coalition internationale avec des mesures policières et judiciaires communes aux différents États. Ça c'est une autre affaire. On a vu quand même ces derniers temps des groupes de hackers qui se sont fait démanteler ou quand même, là aussi ça avance. Ça avance du côté technique, ça avance du côté plus ou moins de la formation, pas suffisamment comme l'a rappelé Alexis, ou de l'information dans l'entreprise. Ça avance aussi sur le plan judiciaire, parce que ça aussi c'est un élément qui va permettre de, si ce n'est de réduire, au moins, peut-être de ralentir. Bah, c'est une double question et il y a plusieurs aspects. C'est qu'effectivement, d'un côté, on a toute la partie outillage des entreprises avec les bons process, comme disait Alexis, effectivement, les exercices réguliers de gestion de crise. Et d'un autre côté, il y a aussi toute la coalition internationale, puisque les ransomware traversent les frontières. Suivant les pays d'où ils viennent, la justice est très, très laxiste, notamment dans les pays russophones, où les poursuites sont quasiment inexistantes. Et effectivement, j'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est que on va dans le bon sens. Il y a une coalition, notamment, si je prends un exemple de l'appel de Paris d'Emmanuel Macron, qui a fait cet appel pour avoir une coalition internationale sur la sûreté de l'Internet et du cyberespace. Donc voilà, ça va dans le bon sens. On a notamment effectivement Emotet qui a été démantelé, on a Egregor, enfin voilà, j'ai envie de dire, la défense se met en marche, les entreprises partagent de plus en plus d'informations et sont de plus en plus ouvertes justement par rapport à ce que disaient mes autres collègues intervenants, qu'effectivement on n'est plus on va plus garder son secret, on l'a bien vu notamment l'année dernière avec SolarWinds, où on a partagé massivement les informations justement sur ce niveau-là. Enfin voilà, le cyber-renseignement, la threat intelligence stratégique et opérationnelle, c'est très important et il faut en faire partager le plus grand nombre. Mais bien sûr, toutes les entreprises n'ont pas la capacité aujourd'hui
d'avoir les équipes associées pour consommer ce cyber-renseignement et cette intelligence opérationnelle et stratégique. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les ransomware, je vous laisse la parole dans 2 minutes, Jean-Philippe, les ransomware, ça ne touche pas que les grandes entreprises, ça ne touche pas que vos clients, ça touche également des petites, et justement beaucoup de petites, qui vont mettre 100 000, 500 000 euros, enfin peut-être pas autant, mais au moins quelques dizaines de milliers d'euros, et multiplié par 100, par 1000, par 10 000, voilà, ça permet ça fait cher au bout du compte. Jean-Philippe, allez-y. Oui, tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Alexis sur la sécurité opérationnelle, parce que ça m'a rappelé une anecdote, je pense, qui est intéressante. J'ai été très impressionné il y a 3 semaines par l'appel d'un client qui nous appelle pour déclencher une response team. Et donc, le client m'a appelé le soir. Son attaque avait eu lieu le matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce client avait eu un très gros incident en 2020. Celui-là vraiment sérieux, puisque ça avait duré un certain temps pour revenir à la normale, et dérouler tout le processus de gestion de crise, de restauration, etc. Mais le client, il a appris. Il a vraiment regardé comment ça se passait en 2020 quand il a eu ce gros incident. Et ce qui fait que là, il m'a appelé le soir pour la response team. Et en fait, la response team, c'était pas une rescue team qui nous attendait, c'était une forensique. Enfin, c'était un post-mortem. Tout le boulot entre l'attaque qui a eu lieu le matin et le soir quand il m'a appelé, tout le boulot, c'est-à-dire 9 VM chiffrés, tout le boulot avait été fait. D'accord. Donc il a appris de sa première expérience malheureuse. Il a restauré sa prod dans la journée. Il a consigné les machines pour qu'on puisse les étudier ensuite. Enfin, il a fait tout comme il faut, quoi, en fait. Et donc d'où effectivement le training. Comme je ne sais plus qui a parlé de training, mais c'est fondamental. Et les entreprises peuvent parce que c'est une PME dont on est en train de parler. C'est pas un grand groupe. Ils n'ont pas des équipes énormes, mais même dans une PME, la personne qui s'occupe de la sécurité technique, opérationnelle, peut monter en compétence pour être capable d'appliquer les premiers gestes, en fait, sur une attaque. Ouais. Benoît, et après je passerai la parole à Pierre. Vous me disiez s'appuyer sur la kill chain, une analyse de risque, donc on revient sur l'analyse de risque et donc voilà, comment quand on pose la question comment se protéger, il faut être très rigoureux, quoi. Enfin, là j'ai un peu limité, réduit vos propos, allez-y. Effectivement, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Jean-Philippe. Nous, on traite énormément on va dire, d'ETI ou de grosses PME, et dans lesquelles la cybersécurité est intégrée, dans lesquelles on a quand même une culture qui malheureusement s'impose ou heureusement s'impose suite aux événements. Et grâce à cela, on va avoir une prise de conscience à la fois de la kill chain, ça reste très technique, mais d'une analyse de risque qui généralement va être amenée aussi par le CEO ou la DAF, voire les commissaires aux comptes. Et encore une fois, on a cet écosystème qui est primordial parce que la prise de conscience ne doit pas revenir uniquement que au RSSI ou au métier, parce que sinon, ça fait ce que disait Alexis, c'est que on va avoir une dissonance entre ce que l'on va voir en termes de protection et ce que l'utilisateur, lui qui est au charbon, dont c'est pas le métier, va mettre un certain temps à alerter les RSSI. Et on le voit bien, nous, au quotidien. On voit aussi que quand on fait cette analyse et quand on met en place les barrières, comme le disait Jean-Philippe, il y a une réduction aussi chez les clients du temps d'attaque où on va permettre de rendre la vie dure aux attaquants. Et nous, on le voit avec des techniques simples, par exemple, dissocier ce qui va être les droits d'admin du domaine avec les droits d'admin de ce qu'on appelait l'antivirus ou le DR, la protection du endpoint. Et on a vu chez des clients des attaquants buter sur certains périmètres et du coup, comme généralement ça commence le vendredi soir, arriver à la fin du week-end où ils sont encore en train d'essayer de casser certains bastions et le RSSI et les équipes reviennent et là, ils vont pouvoir commencer à agir et les dégâts seront plus limités. D'accord. Pierre, je vais faire réagir Pierre et ensuite je vous laisse la parole, Alexis. Pierre, par rapport à ce qui vient d'être dit, ce côté, toi tu insistes sur le côté pragmatique aussi, enfin on l'a rappelé, cette analyse de risque également.
Oui, alors évidemment, il est indispensable, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il est indispensable de maîtriser ces risques. Maîtriser ces risques, c'est les connaître, hein. Bon, évidemment, il y a le principe et les méthodes d'analyse de risque, mais il faut réussir à industrialiser, à systématiser en fait cette démarche pour maîtriser les risques. Derrière, ça nous permettra de définir une cartographie, et puis ensuite, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, d'automatiser le principe de compréhension de la variation de la situation à risque liée à des informations qui tombent comme des nouvelles vulnérabilités qui sont partagées ou des scénarios d'attaque. Moi, je voudrais rajouter deux choses. La première, c'est que il y a des décisions à prendre quand on gère la sécurité. Et donc, du coup, si on n'est pas capable de prendre ces décisions sur des éléments qui sont extrêmement précis, on ne peut pas en fait prendre de décision. Et c'est un peu le problème. Et c'est ce qui fait aussi que dans certains cas, les responsables de sécurité opérationnelle ont du mal à partager l'information parce qu'au fond, ils font le constat qu'ils n'arrivent pas à prendre de décision. Du coup, ils préfèrent ne pas partager l'information pour ne pas partager le fait qu'ils n'arrivent pas à prendre de décision. Je pense que ça, c'est un point qui est vraiment fondamental. C'est de réussir à avoir suffisamment d'éléments précis et des éléments qui sont tenus à jour dans le temps pour être capable de prendre des décisions. Parce que, pour reprendre un terme que tu as utilisé, Florence, il faut accepter l'incertitude de la situation. On est pris en otage et on le sera dans le temps. Je pense que notre satisfaction et notre envie de continuer, elle doit être plutôt dans l'apprentissage et dans l'évolution de notre connaissance. Aujourd'hui, et c'est ça qui est assez surprenant, on est tous ingénieurs, du coup on a tous été formés pour être ingénieux, et donc le plaisir qu'on doit avoir, c'est dans le déroulement dans le temps et dans toute notre carrière professionnelle de cette ingéniosité. Et c'est exactement ce que font nos adversaires. Donc l'objectif, c'est pas à un moment donné de dire on a trouvé une solution et puis c'est fini et on passe à autre chose. Non, on devra toujours travailler sur ce sujet et on devra toujours continuer à être plus ingénieux. Et je pense qu'on a été formé pour ça. Je pense qu'on a plaisir à le faire. Et ben ça tombe bien, on a des attaquants en face qui ont le même plaisir que nous. Et donc du coup, il y a un jeu de combat qui se met en place. Et simplement, il faut accepter d'être plus performant qu'eux, ou en tout cas d'être plus ingénieux pour être plus performant. Et le dernier point, c'est sur le partage. Donc pour être plus performant, je pense qu'il faut accepter de partager et de partager les bonnes informations et au bon moment. Et je pense aussi que, on l'a dit, le problème, c'est que l'ère du numérique, ça touche tout le monde. Et donc, du coup, ce cas de scénario d'attaque, il touche tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, n'a pas la même compétence. Et donc, clairement, on ne pourra pas mettre en place en fait, des systèmes ultra performants et dynamiques dans des petites PME. Par contre, si on était capable de quelque part partager cette information au travers de cockpits, au travers de maps qui permettent de présenter les logiques de risque, les logiques de mesures de sécurité et les logiques de variation et d'informer les gens en fait pour qu'il y ait une prise de conscience, je pense qu'on pourrait aider toute la communauté et tous les gens qui vont du coup subir ces attaques pour que chacun à son niveau par rapport à ses moyens et par rapport aussi à ses envies, il soit capable de capter cette information et donc du coup de monter en niveau de protection. Alors, on lance le sujet, on pourra y revenir dans une autre table ronde peut-être, Pierre. Merci. Alexis, vous vouliez prendre la parole. Je voulais revenir sur ce que disait Arnaud tout à l'heure, qui est intéressant. Si matière à être optimiste au niveau judiciaire, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je ne suis pas du tout optimiste, je suis même assez pessimiste sur le nombre d'attaques et le nombre de vulnérabilités, parce que les tendances nous montrent clairement que c'est en constante augmentation. Alors, effectivement, comme le disait Jean-Philippe, c'est plus un emballement qu'une explosion, parce que l'explosion, elle a déjà eu il y a quelques années. Et en plus de ça, c'est que le paradoxe, c'est que la pandémie, ça a accéléré fondamentalement la transformation numérique et les RSSI ont dû un petit peu débrayer la sécurité pour rendre les entreprises un peu plus agiles, donc c'est-à-dire de mettre à disposition des moyens de travailler avec l'explosion du télétravail dans les entreprises. Donc, du coup, ils ont encore augmenté leur surface d'attaque. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas du tout optimiste. Il y a 65% du PIB mondial qui sera numérisé d'ici 2022 et ça va générer des dépenses informatiques de plus de 6 000 milliards de dollars jusqu'à 2030. Donc, ça veut dire que fondamentalement, en fait, la numérisation des entreprises sera au cœur du sujet. Et ça va de toute façon faire exploser le nombre de vulnérabilités. Et ça va nous donner, je suis désolée, je suis un petit peu obligée d'accélérer, mais ça va nous donner l'occasion de se reparler, de refaire des tables rondes, d'échanger aux assises aussi en octobre prochain, parce que justement, pour nous, c'est aussi des sujets d'actualité pour vous, partenaires, et puis
Donc, on aura l'occasion d'en parler. Je voudrais juste, Arnaud et Benjamin, vous laisser le mot de la fin. Je suis désolée, il nous reste que une poignée de minutes et ensuite on enchaîne. Alors, il y avait quelques questions sur le chat. On les publiera. On a lancé un sondage aussi que je vous ferai partager. Arnaud, Benjamin, vous avez 1 minute chacun. Arnaud, peut-être un petit mot de la fin. Moi, j'avais la question que c'était finale. Êtes-vous optimiste? On a vu que oui, vous êtes optimiste, mais enfin bon, pas trop du côté d'Alexis. Allez-y. Il y a deux pans. Ce que dit Alexis est totalement vrai et on le voit aussi nous chez FireEye, que la tendance est plutôt à s'accélérer, à augmenter et que les attaques par ransomware vont continuer. Mais comme disait aussi Pierre, c'est que malheureusement c'est le jeu du chat et de la souris et que de toute façon, même si ces attaques elles vont continuer, les défenses vont se mettre en place. Il y a une prise de conscience au niveau des entreprises sur le fait de s'outiller, sur le fait de créer des process et des réactions en cas de crise sur ces niveaux-là. Et dans le même temps, les nations s'organisent également. Donc voilà, même si ça va continuer à s'accélérer, on va quand même, je pense, et j'espère en tout cas, parce que faut quand même un peu d'espoir à ce niveau-là. J'espère qu'on va réussir en fait à trouver des bonnes contre-mesures sur ce sujet du ransomware qui est maintenant, on l'a vu il y a cette semaine avec Acer, où il demande maintenant 50 millions de dollars. Ça devient ridicule, quoi. Donc, ça devient effrayant aussi. Enfin, c'est effrayant. Benjamin, un petit mot de la fin. Oui, effectivement, ça va perdurer. Alexis parlait des Troyans aussi. Enfin, il y a plein de types d'attaques dont on parle un peu moins. Le bon vieux déni de service. Enfin, voilà, les nouveautés, Pierre l'a dit, les attaquants sont extrêmement ingénieux. Nous, on veut quand même finir sur une note optimiste. Il y a ce qu'il faut pour se protéger, pour renforcer la posture, notamment sur la sécurité opérationnelle. Et on le voit, on le vit de plus en plus au quotidien, avec des approches pour l'externalisation, la mutualisation des centres de services, des SOC par exemple. On commence quand même à avoir des barrières assez intéressantes. Alors évidemment, ce n'est pas des gilets pare-balles, mais on a été déconnecté. Mince. C'est pas moi qui l'ai censuré, hein. Je voulais juste te dire une chose, Florence. Attendez, on va prendre Benjamin. Allez-y, Benjamin. Voilà. Du côté de la sécurité opérationnelle, on a ce qu'il faut et l'externalisation et la mutualisation, ça apporte des réponses, notamment pour donner des solutions à des structures de toutes les tailles et aussi donner des réponses très concrètes à ce besoin de partager l'information pour réagir au plus vite et au mieux. D'accord. Alors, je suis obligée de m'arrêter là, Alexis, je suis désolée. Je voulais d'abord vous remercier. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. C'était, je pense, c'est une bonne entrée en matière pour ces matinales. On peut retrouver de toute façon toutes les informations sur les sites de vos entreprises respectives. On se verra quand aux assises, bien dans quelques mois, peut-être avant, je l'espère avant au cercle. Et en tout cas, merci pour votre participation à tous. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous.